Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis Alexis Dieu et comme chaque semaine, on se retrouve avec notre mentaliste Taha Mansour. Comment ça va, Taha? Ah bah, quand même, la question. Ça va très bien et toi? Ça va super. Le petit bug là chez vous, vous dites qu'est-ce qui se passe? Et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler d'un sujet autour de la posture du mentaliste, de la psychologie, de l'influence, de la manipulation, et on voit comment tout ça peut nous aider dans notre vie quotidienne. Absolument. Et aujourd'hui, nous avons... Alors, je rigole parce que la lumière continue à tomber régulièrement, mais c'est pas grave, elle va se remettre doucement. Je suis ravi aujourd'hui d'inviter un ami à moi, Gabriel Verlaine. Comment ça va, Gabriel? Mais ça va très bien. Je suis ravi que tu sois là. Et je suis ravi d'être là, oui, moi aussi. Eh bah, super. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, à la base, tu as eu une formation à Centrale Supélec. C'est ça. Et puis, pendant beaucoup d'années, tu étais patron et directeur opérationnel de différentes boîtes, notamment dans l'énergie. Donc, il me semblait dans l'électricité, dans différents autres secteurs. Pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans. Ce qui peut donner une petite idée de mon âge, pour ceux qui ne me connaissent pas. 21, du coup. J'imagine que tu étais très précoce. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, pouf, t'as bifurqué et tu es devenu mentaliste. C'est ça. Ou plutôt, comme ton site le dit, agitateur de certitude. Venir agiter les certitudes, tout ça. Et d'un côté, tu fais des conférences en entreprise autour de ça, autour de la perception, autour de nos certitudes sur le monde, comment appliquer ça au management, du coup. Et en parallèle de ça, tu es également créateur de tours. Et tu as fait des spectacles à l'international. Tu es allé jouer au Magic Castle, le fameux Magic Castle. Pour les magiciens et mentalistes qui nous entendent, ils reconnaîtront. Tu es passé sur Penn and Teller. Tu as joué à Las Vegas, au Mind Summit, Magic Live. Tu as fait une conférence pour des magiciens qui a été notée sur Penguin Live, la meilleure conférence de l'année. Rien non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus. Et surtout, ce qui te définit, toi, dans ce que tu as créé pour les magiciens, sans rentrer trop dans les détails, c'est surtout le minimalisme derrière les effets et beaucoup de tours autour de très peu de choix, mais une illusion de libre arbitre qui, en fait, est un peu manigouillée. Voilà. Non, manigouillée. Oh. Non. Aucune manigouille. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu mélanges d'un côté cette pratique-là, tu joues également sur scène. Oui. Et en parallèle de ça, tu essaies d'appliquer ça au milieu du management. Première question, moi, qui m'intéresse, c'est pourquoi cette bifurcation? Qu'est-ce qui a fait que d'un côté, tu pars de l'énergie en te disant, tiens, je veux jouer avec l'esprit des gens? Oui, eh bien écoutez, je vous propose de venir voir mon spectacle au double fond, où j'explique tout en détail. C'est vrai. Oui, non, moi je vais en dire un petit peu quand même aussi ici. Mais effectivement, ça a été la base de la création de mon premier spectacle théâtral, je dirais. Et donc, c'est assez, voilà, c'est une exploration assez fascinante pour moi, parce qu'effectivement, c'est pas très courant, on va dire. Donc, rapidement, pour expliquer ce parcours, effectivement, c'est... un parcours un peu tout tracé au départ, avec des facilités à l'école, donc tout se passe bien, un bon diplôme, voilà, du coup un bon boulot, très intéressant, toujours plus de responsabilités, tout ça, donc l'impression qu'on a un petit peu un fil rouge tout tracé, même quand on fait son CV, on se dit, tiens, il faut que ce soit cohérent, donc c'est, voilà, toujours plus de personnes sous sa responsabilité, toujours plus de chiffres d'affaires gérés, toujours plus de problématiques, jusqu'à, effectivement, au bout d'un moment, s'apercevoir, mais quel sens ça a tout ça? Est-ce que c'est vraiment le sens que je veux donner à ma vie, sachant qu'en parallèle, depuis tout petit, j'étais passionné par l'illusion. Ah, donc tu faisais de la magie depuis la naissance. Okay. Depuis la naissance. Oui, d'accord. Oui, je n'ai pas peur des mots. Et donc d'abord de la magie, effectivement. Tu n'es jamais né. Ta naissance est une illusion. Mais je sais pas. On va garder le mystère. On va garder le mystère, c'est parfait. Mais donc magie au départ, beaucoup de spectacles de magie et tout ça, où j'ai commencé à créer aussi ma propre façon de faire. Mais à partir de 2001, avec la rencontre avec Darren Brown, qui est un mentaliste incroyable, qui lui a changé ma vision de la magie et du mentalisme, du coup. Je me suis plongé complètement dans cet univers complètement dingue, justement, où on joue avec les perceptions. Voilà. Et où là, le but n'est pas uniquement de créer l'impossible, qui est l'objet de la magie selon moi, mais qui est vraiment de jouer avec nos perceptions, de créer des moments où il se passe quelque chose de très particulier, où on ne sait plus vraiment où est la limite entre le réel et l'imaginaire.
Et pourquoi du coup ce déclic à ce moment-là? Est-ce que c'était juste une espèce de frustration que tu t'es au fur et à mesure? Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, tiens, tu as décidé de faire ce changement? Là, j'en suis pas encore là, effectivement. Là, j'en suis juste à... pardon. Là, j'avais un vrai boulot. Je travaillais comme un fou, beaucoup. Donc 2001, tu continuais à travailler. Ça, mais donc par contre, en parallèle, c'était mon hobby, en fait. C'était ma passion, quoi. Okay. Un jardin secret où j'ai commencé à développer ma propre façon de faire du mentalisme parce que déjà, je connaissais peu de monde et je n'étais pas vraiment dans les milieux de magiciens, je n'allais pas dans les congrès et tout ça. Et puis, moi, je voulais vraiment créer des moments où il se passe quelque chose. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à développer ce style un peu minimaliste, je dirais, avec quasiment rien de truqué en tant que tel. Mais où la vérité est ailleurs, quelque part, où l'illusion émerge directement dans la tête des gens. Et donc ça, c'était passionnant en parallèle de mon boulot. Mais effectivement, à un moment donné, j'ai eu ce déclic vers 47 ans, je crois, quand même assez tard, où j'ai commencé à me dire, non mais c'est pas possible, quoi. Et puis donc, comme j'ai commencé à créer, j'ai commencé à publier aussi. Mais commencé à être connu dans le monde de la magie et du mentalisme pour mes créations. Donc tu avais commencé à publier avant? Oui, j'avais déjà publié 3-4 livres et des produits et tout ça. Et ça marchait très très bien. Et je commençais à donner... alors non, pas de conférences, Non, pas de conférence. J'étais connu, mais mon visage était très peu connu. En fait, c'est que parmi, j'étais un peu un mentaliste de l'ombre underground, comme on dit. Voilà. Mais c'est donc quand j'ai commencé à dire non, allez, go, c'est parti, je vais en vivre. J'avais déjà ce background, ce bagage qui me disait, ok, bon, il y a ce que je crée a quand même une certaine valeur aussi, donc peut-être que ça pourrait me permettre d'en vivre, parce que c'est un peu ça le challenge à ce moment-là, de se dire, est-ce que je vais réussir à vivre de cette passion, quoi. Ok. C'était une expérience particulière dans ton ancien boulot qui a fait là c'est trop ou c'était plutôt juste une accumulation dans le temps? C'est une accumulation dans le temps, une avant-dernière expérience très dure dans un milieu ferroviaire avec des mafias. En fait, au fil de ma carrière, j'ai été un peu identifié comme le spécialiste des situations désespérées, sortir des entités de situations inextricables. Je cherche un mot. Mettre la main dans le cambouis, quoi, et commencer à sortir des trucs. Et du coup, quand on commence à être identifié sur ce type de mission, j'ai fait du management de transition pendant 5 ans aussi. Donc à chaque fois, là, c'était clairement identifié comme tel pour des missions de sauvegarde. Pas pour fermer des boîtes, pour les sauver. Mais du coup, après, c'est difficile de trouver des boulots qui ne soient pas dans ce type-là. Et du coup, c'est des boulots qui sont très prenants. Extrêmement prenants. Et là, très violents dans le ferroviaire. On travaille la nuit, le week-end. Je pourrais en parler après parce qu'il y a des apprentissages à tirer de certaines expériences. Mais là, ça a été très, très dur physiquement. Et mentalement. Et du coup, j'ai fait un premier pas de côté où je suis devenu directeur de développement dans un institut de recherche. Donc là, déjà, je ne manageais plus directement des gens. Et c'était un premier pas de côté. Et j'imagine que par rapport aussi à la vie de famille, c'était aussi plus simple, non? Oui, de faire ce décalage-là. Oui, premier pas. Et puis après, je me suis dit, non, mais c'est bon, quoi. À un moment, il faut y aller, quoi. Voilà, il faut y aller et éviter de passer à côté de sa vie, quoi. Mais effectivement, et là, ça fait donc 4 ans et demi maintenant. Donc 4 ans et demi, mais tout ce que j'ai pu faire, jamais j'aurais pu faire tout ça si je n'avais pas fait ce choix. Donc vraiment, c'est... tu tournes autour du monde, c'est déjà pas mal. Là. Je l'ai fait à temps. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait que tu t'es vachement intéressé? Parce que, comme je le disais, que ce soit dans tes spectacles ou dans les tours que tu crées, tu as vraiment cette patte-là de peu de choix et beaucoup de jeux sur, on va dire, la perception des choses. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es beaucoup intéressé à la perception, mais non pas comme certains magiciens qui, tu vois, vont s'intéresser à des illusions ou genre comment on perçoit le monde, mais toi, c'était plutôt une perception psychologique. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette thématique-là? C'est vraiment une démarche personnelle et qui a commencé déjà du temps où je faisais de la magie. Où j'avais commencé à épurer énormément la magie que je faisais avec des rencontres comme Gary Kurtz, par exemple. Dans ses livres, pareil, je ne l'ai jamais rencontré. Mais dans ses livres. Mais je dis rencontre. Pour moi, quand je lis un livre, souvent, j'ai l'impression de rencontrer la personne. Quoi. Donc, mais donc, cette recherche d'une émotion très particulière qui, pour moi, était associée au dépouillement un peu de ce qu'on présente. Et donc, cette recherche, non pas de l'effet le plus incroyable possible, donc le plus impossible,
possible, où là, quelque part, on décroche et donc on a cette émotion du waouh, je sais pas comment t'as fait, je sais que c'est impossible, mais je sais pas comment t'as fait. Qui est une super émotion. J'aime beaucoup cette émotion de la magie où quand on voit une femme coupée en deux, bon, on sait qu'il l'a pas vraiment coupée en deux, quoi. Voilà, mais par contre, on n'a aucune idée. Ouais, je révèle un grand secret peut-être, hein, mais dommage. Mais on n'a aucune idée de comment il a fait parce qu'on a vu les deux morceaux quand même. Hein. Bon, oui, c'est vrai. Mais on sait au fond de nous-mêmes qu'il n'a pas vraiment coupé, qu'il y a un truc, mais on ne sait pas où il est. Ben, je me suis aperçu que en changeant l'objectif profond, l'intention profonde de ma magie, j'obtenais des moments bien plus beaux. Pour moi, hein, voilà, moi je juge pas, j'adore la magie, mais des moments bien plus beaux par ce dépouillement un peu et par ces choses où il se passe vraiment quelque chose et où pendant un moment, on se met à douter un peu de ce qui se passe. Cette découverte-là, c'est un heureux hasard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un dépouillement et puis tu as fait « Oh, la réaction était plus forte ou plus belle que ce que j'imaginais avec le tour de base ?» Oui, je pense. Et c'est de réfléchir. J'ai fait des cartes à un moment donné, maintenant j'en fais plus du tout, mais j'utilisais des cartes, et de m'apercevoir que finalement, les manipulations de cartes, effectivement, venaient créer une émotion qui était à l'opposé de celle que je voulais créer, qui était plus « Ah, donc il est fort ». Mais bon, il est fort, c'était pas du tout ce que je recherchais. Okay. Moi, je voulais que la personne vive quelque chose et qu'elle se dise « Mais pourquoi j'ai fait ce choix ? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ?» et que ce soit plutôt un peu en dehors de ma personne uniquement. Que si la personne vit quelque chose avec moi, c'est beaucoup plus fort que si c'est moi qui lui démontre comment je suis fort, quoi. Oui, c'est une partage d'expérience, du coup. Exactement. Et du coup, tu te nommes en tant qu'agitateur de certitude. Donc, il y a d'un côté le fait de, comme tu l'as expliqué là, de faire vivre une expérience avec la personne en face. Comment tu passes de ça à peut-être une observation sur notre fonctionnement, sur les perceptions ou la création de nos certitudes, qui a un impact concret dans le milieu professionnel? Oui, alors ça n'a pas été automatique du tout, sachant que je n'ai pas pris conscience de l'intérêt dans la vie de tous les jours de ce que je crée en mentalisme avant de me poser vraiment la question comment en vivre. Ah, ok. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment dans ma tête séparé ces deux mondes complètement, ce monde de la magie, de l'illusion, du mentalisme, où je crée mes propres façons de faire et où je m'amusais du coup à performer, mais plus dans un cercle amical, hein, puisque c'était vraiment un hobby. Et le monde de l'entreprise, où c'était vraiment ma vie de travail, mon day job, comme ils disent aux États-Unis. Vraiment, c'était pour gagner ma vie, où je regrette rien. Hein. J'ai vécu des moments incroyables. J'ai toujours dit, j'ai pas à me plaindre de mon boulot, hein, c'est intéressant, je gagne bien ma vie, tout va bien, il y a des gens sympas. Mais voilà, le j'ai pas à me plaindre n'était pas suffisant, évidemment. J'avais besoin d'un peu plus. Mais j'avais pas fait ce lien. J'en parlais pas au boulot, voilà. T'en parlais pas au boulot? Non, à peine. Enfin, les quelques personnes proches au boulot le savaient, tu vois. Mais c'est parce que tu pensais que ça perdrait en crédibilité, ça impacterait ton image? Non, c'est juste que les gens n'avaient pas à le savoir. C'était ma vie privée, quoi. Okay. Comme quand si tu joues de la musique, tu ne dis pas à dire à tout le monde, sauf à ceux avec qui vraiment tu crées des liens proches, qui s'intéressent à ta vie privée. Tu commences à... Oui, moi, je le cachais pas, tu vois. Oui, c'était comme un hobby. Mais c'était un hobby comme un autre, quoi. Comme je faisais de la musique aussi, voilà. J'en parlais au même titre que la musique. Mais donc, quand j'ai fait ce choix de changer, j'avais deux objectifs. Un premier choix, l'objectif quand même final, qui était aussi de faire de l'art, hein, d'être un artiste, et donc d'avoir aussi cette démarche artistique dans les théâtres et tout ça, mais aussi un objectif de gagner ma vie assez rapidement, hein, en faisant ce switch. Et du coup, le monde de l'entreprise m'est apparu comme une évidence. Hein, j'en venais, je connaissais les rouages, j'avais un réseau. Et donc, la première question qui s'est posée, c'est... comment utiliser tout ce que j'ai développé en mentalisme pour que ça ait vraiment le plus de valeur possible pour le monde de l'entreprise. Et ça n'a pas été automatique du tout. J'ai mis plus d'1 an à vraiment aller à la racine de ma compétence en tant que mentaliste, pour vraiment en tirer des apprentissages qui puissent vraiment être utiles pour tout le monde. Et du coup, m'apercevoir qu'en fait, je m'en étais servi pendant toutes mes années d'expérience professionnelle sans le savoir. Tu as un exemple concret ? Oui, bien sûr. Un premier exemple, par exemple, c'est pas ma dernière expérience, c'était avant que je fasse le pas de côté, où je travaillais dans le ferroviaire.
Donc, j'étais directeur d'une entité d'un groupe ferroviaire. Je dirais pas lequel. On va dire un groupe. Voilà. On m'avait confié cette entité parce qu'il y avait une vraie problématique de mafia, pour dire les choses comme elles sont. Donc, du vol, du racket, de la violence. Donc, au sein du groupe. Au sein de l'entité dont tu qu'on m'a confiée. Okay. Et les 3 directeurs précédents avaient tenu quelques mois. Et puis ils sont tous morts mystérieusement. Non, il n'y avait pas de la violence à ce point-là. Il n'y a pas eu de mort. Hein. Mais il y avait de la violence. C'est-à-dire que les gens n'osaient pas témoigner. Ah ouais, ok. Donc il y avait en gros peut-être 10% qui étaient vérolés et 90% qui souffraient et qui n'osaient pas témoigner. Donc une situation très compliquée avec des problèmes de sécurité du coup, donc sécurité physique mais aussi de sécurité au travail, safety, donc et des très mauvais résultats parce que quand il y a une mauvaise, ça a un impact énorme sur tout. Et la première chose effectivement qui m'est apparue, c'est comment faire pour tenir assez longtemps pour régler le problème. Parce qu'on travaille la nuit, le week-end. Là, il y avait des syndicats qui étaient à la tête de cette mafia. Ils ont tout pouvoir pour arrêter les chantiers, pour vous réveiller la nuit à tout moment. Et donc, les anciens directeurs avaient craqué très rapidement, en fait. Donc, quand tu appelles tenir, c'est vraiment de la gestion émotionnelle. Oui, c'est ça. Tenir physiquement, tout à fait. Et là, donc... Très rapidement, il a fallu que j'analyse un peu les tenants, les aboutissants, pourquoi certains réagissent comment, un peu les connexions, et prendre conscience que c'est la seule façon de tenir assez longtemps pour régler le problème, c'était de jouer au con. Ok. On peut dire ce genre de mots oui, on peut. De toute façon, on n'a pas de souci. On est entre nous. Les gens sont suffisamment matures, les gens qui écoutent l'art du mentaliste. Donc, de faire croire qu'avec moi, ça allait bien se passer, ils allaient pouvoir faire fructifier leur business. Ah, donc donner l'impression que tu vois pas ce qui se passe. Donner l'impression que je suis un peu le bonnet de service, qui est gentil, mais qui essaye de faire en sorte que ça marche, mais qui va rien faire pour les embêter. Et jouer sur leur perception, donc. Jouer sur leur perception. Et donc là, c'est un vrai travail d'empathie quelque part, parce qu'il a fallu que je me mette à la place d'eux pour voir, OK, quelle est la meilleure attitude à avoir moi face à eux pour que eux effectivement me laissent faire mon boulot, quoi. Et t'as tenu combien de temps du coup avec cette stratégie ? J'ai tenu 2 ans et demi. Ah ouais, alors comparé à quelques mois jusqu'à réussir à assainir et à faire en sorte que le délégué syndical parte de lui-même quelque part, enfin qu'on négocie un départ. Génial. Sachant que les spécialistes des syndicats m'avaient dit c'est impossible de faire partir un délégué syndical de ce type-là. C'est impossible, il faut faire avec. Incroyable. Et j'ai trouvé des solutions, j'ai pris un détective privé, on a, avec l'aide du groupe, trouvé des solutions pour y arriver, mais ça a pris 2 ans et demi. Et j'ai pu le faire parce que ils ont considéré qu'avec moi, ça allait bien se passer, quoi. Excellent. Voilà. Et donc, c'est une posture qui est très difficile à tenir parce qu'il y a 90% des personnes qui travaillent pour vous qui ont l'impression que vous ne réglez pas le problème, parce que vous ne pouvez pas le dire. Mais c'était la seule solution pour régler le problème. Et ça, c'est effectivement ce travail d'empathie qui est essentiel. CETA ne va pas dire le contraire. Oui, absolument. Quand on crée des effets, des routines de mentalisme, c'est la base de se mettre à la place de l'autre, comment il va percevoir ce que je vais dire, comment il va ressentir, comment il va réagir face à ce que je vais dire, c'est se mettre à la place de l'autre en amont et pendant le spectacle aussi, pour accueillir ce qui se passe et être en connexion avec l'autre. Ok. Voilà. Et du coup, cette réalisation-là, j'imagine que après que tu as commencé à développer tes tours, tu as fait « Ah, mais en fait, ce travail de perception et d'empathie, on peut l'appliquer aussi dans le milieu professionnel. » Exactement. Se dire que cette capacité à, en amont, se mettre à la place de l'autre pour analyser la meilleure attitude à avoir, la meilleure façon de dire les choses, la meilleure façon de présenter les choses. Et pendant, être dans le lâcher-prise et dans l'attention à l'autre sur comment il réagit, comment il est, comment les choses se passent pour pouvoir s'adapter à ce qui se passe, c'est des vraies compétences de mentaliste qui sont essentielles pour être un bon mentaliste. Ouais.
pour créer des illusions qui soient belles et pour divertir, pour permettre au public de passer un bon moment. Mais dans le monde de l'entreprise, qui est essentiel pour être dans le vrai. Hein. Attention, il ne s'agit pas de mentir, mais être dans le vrai, c'est aussi s'intéresser sincèrement à l'autre. Oui, en fait, avoir la capacité de comprendre ce que l'autre vit ou ce que l'autre perçoit pour le bluffer ou pour créer une illusion, c'est exactement la même compétence que comprendre ce que l'autre vit pour créer une connexion sincère. Pour créer une connexion sincère, ou alors pour faire en sorte de régler des problématiques complexes. Exactement. Voilà. Mais au final, avec une intention qui est positive et sincère, qui, dans le cadre de cette entité, est-elle à sortir de cette situation. Quoi, hein. D'être dans le vrai, dans le positif et dans le sincère. Dans le vrai, dans le positif et dans le sincère. C'est ça. Trop bien. Depuis que tu as commencé à créer, toi, des routines, qu'est-ce que tu as vu comme changement concret sur ta vie au quotidien ? Est-ce que tu as vu des modifications qui se sont mises en place, par exemple ? Sur ma vie au quotidien, là, c'est une bonne question que je ne m'étais jamais posée. C'est pour ça que tu viens sur l'art du mentaliste, pour poser les questions. Mais peut-être dans la recherche de simplicité, en fait. Recherche de simplicité ? Oui, cette prise de conscience dans l'illusion que c'est pas parce qu'on va réussir à passer de une chance sur 1 million à une chance sur 10 millions que l'effet va être meilleur sur le public, pour être simple. Ouais. Et que peut-être même en passant d'une chance sur 1 million à une chance sur 5 ou 4 ou 2, c'est peut-être mieux même. Ouais. Et bien dans la vie aussi, de se dire que la recherche de simplicité, ça peut être une bonne source de bonheur aussi. Okay. Effectivement, pour les personnes qui viendront te voir en spectacle, effectivement, beaucoup de tes tours tourne autour de juste un choix sur 2, un choix sur 3. Ouais. Mais ce que ça raconte derrière sur la prise de décision, à quel point la personne est confiante dans ce qu'elle raconte et l'emballage que tu fais, c'est ça qui le rend intéressant aussi. C'est ça, c'est de se dire que une chance sur 2 peut avoir un impact énorme sur notre vie. Et c'est vrai. Je le dis à un moment, hein, oui. Même les choix les plus complexes peuvent être réduits à des simples choix binaires, oui ou non, quoi. Hein. Et ça peut changer une vie. Complètement. Et de recréer comme ça des moments qui paraissent simples, mais où ce choix de l'un ou l'autre peut changer une vie, ou en tout cas changer complètement le moment entre nous. Ça peut bien se passer ou mal se passer. Et qu'à chaque fois, quand ça se passe bien, c'est quand même mieux, quoi. Et donc rebondir là-dessus, mais sur une chance sur 2, moi j'arrive à une expérience, par exemple, il y a une chance sur 2, mais en fait c'est plus fort que de gagner à l'euro-million. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment une chance sur 2, et pourtant c'est plus fort que de gagner à l'euro-million. Et donc l'émotion est quand même assez particulière, quoi. Ça me fait penser aux petits choix ou petites décisions qui vont avoir des grandes conséquences. L'effet papillon. Effectivement. Mais du coup, tu as l'impression qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, tu es beaucoup plus focus sur ces petits éléments-là de la vie ? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un tout. Et le fait d'avoir recentré ma vie sur ce qui est vraiment important pour moi, au fond de moi, ça recentre sur ce qui est vraiment important, les petites choses qui sont vraiment importantes et qui font qu'on suit, qu'on est serein aussi sur sa route, quoi. Une question que j'aime bien poser aux autres créateurs dans le milieu de magie et de mentalisme, mais qui également intéresse, je pense, toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont dans des métiers un peu créatifs, c'est quel est ton processus ? C'est-à-dire, pour arriver à un nouveau tour, à arriver à créer quelque chose de nouveau, comment tu cherches de l'inspiration ? Quel est ton processus pour mettre ça en place ? Ouais, alors c'est une très bonne question, effectivement, et qui est très difficile. Exactement. Parce que, selon moi, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Moi, je dirais, quand on me demande pourquoi toi, tu arrives à créer des choses et pas moi, parfois, c'est ça la question. Ah, il y a des gens qui te posent cette question. Ah oui, clairement. Ouais. Okay. Je pense que le vrai secret, quand même, c'est que c'est un muscle qui se travaille. Oui. Donc ça, c'est la base. C'est-à-dire que ça commence par des toutes petites choses. Et on ne devient pas créateur du jour au lendemain, selon moi. Ce n'est pas possible. Hein. Moi, en magie, en tout cas, ça a commencé par un petit bout de scotch que je rajoute sur un truc et qui fait que ça marche mieux que le truc que j'avais acheté. Okay. Petite amélioration, petit bout de scotch. On dit, ah tiens, mais ça y est, on a créé.
Du coup, si je comprends bien, toi, dans ton processus, ça a commencé, ou peut-être que ça commence même aujourd'hui, toujours par une amélioration de quelque chose d'existant. Oui. Ok. Pas forcément tout le temps, mais en tout cas, c'est une bonne façon de commencer. Ouais, ok. Et il faut commencer. C'est pas, on ne devient pas tout de suite créateur de choses incroyables, à mon avis, du jour au lendemain. Il faut commencer par des petites choses, mais une toute petite amélioration, c'est une création. C'est vrai que j'ai également, moi, la question sur l'écriture de spectacle. Il y a beaucoup de gens qui vont, comment tu arrives à écrire un spectacle ? Moi, j'y arrive pas. Et en fait, on n'a déjà pas la perception du temps et des cheminements. Et surtout, je pense que tu vis exactement la même chose, c'est que le résultat final n'est pas du tout là où on voulait aller à la base. Et c'est en faisant exactement qu'on apprend petit à petit. Et en anglais, ils fake it until Till you make it. it. Et ça, effectivement, je pense que à un moment donné, il faut oser, il faut y aller. Et effectivement, ça, moi, je l'ai vraiment ressenti au début en me disant, mais bon, qu'est-ce que je fais là ? Mais les premières conférences en entreprise, où tu te présentes comme conférencier mentaliste, t'as jamais fait une conf de ta vie. À un moment donné, il faut se dire... Il faut te lancer. Ouais, Est-ce que ce jeu sur la perception des autres, parce que là on a parlé de comment l'utiliser de manière empathique. Alors, j'ai pas fini sur la création, parce que c'est sur le processus créatif. Pour moi, il faut se lancer, effectivement, c'est le grand secret. Et puis petit à petit, à chaque fois essayer d'améliorer, et puis et c'est en faisant et en essayant que petit à petit ça devient une habitude de quand on voit des choses, dire tiens, mais ça pourrait être une idée pour quelque chose ou pas. Et après, la grande question qui se pose souvent, si je reviens sur le côté mentaliste, création en mentalisme, c'est est-ce que c'est d'abord une envie d'un effet, d'une routine, d'une émotion particulière, et ensuite on cherche une méthode, ou est-ce que c'est d'abord une idée de méthode qui fait qu'après on construit une routine autour. Et je dirais, c'est l'un et l'autre. Enfin, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que les deux, les deux sont valides. Parfois, c'est une étincelle de disant, mais tiens, mais ça, en termes de méthode, ça pourrait marcher. Et puis là, il y a le moment eureka où on se dit, non. Et puis on essaye, et puis on voit que ça marche. Et là, c'est des petits... Ça arrive 4-5 fois dans la vie, ça, je pense, ce genre de choses, vraiment, sur des choses vraiment innovantes. Et là, après, on se dit, mais c'est génial, ça, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et là, on peut créer plein de routines autour de ça. Ou alors une envie d'une émotion particulière, d'une illusion particulière, et de chercher la méthode qui va aller bien pour ça. Je pense qu'il n'y a pas de règle sur un bon sens par rapport à l'autre. Voilà. Oui, ok. Voilà. Et donc toi, tu utilises un peu les deux. Les deux, exactement. Et ton inspiration, quand tu parles justement d'un effet pour y arriver, c'est quoi ? C'est tu te dis, tiens, quelles seraient les capacités qu'on pourrait avoir ? Est-ce que tu cherches de l'inspiration dans d'autres milieux artistiques ? C'est où est-ce que tu cherches les idées ? Partout, tout le temps en fait. Et quand je dis c'est un muscle, effectivement, c'est qu'en permanence, l'esprit est éveillé sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, sur un film, sur un livre, sur tout ce qui nous entoure, en se disant tiens, mais ça c'est fascinant, c'est un concept qui m'intéresse. Ou alors c'est tout simplement, et parfois il y a plein d'idées, d'illusions qu'on trouve dans la littérature ou dans les films. Mais moi, c'est surtout l'émotion qui m'intéresse. C'est vraiment quelle émotion j'ai envie de générer, quel type de moment j'ai envie d'avoir avec mon public. Et c'est ça qui me drive, surtout qui te drive là-dessus. Est-ce que toi, comme là on a parlé pour l'instant de comment est-ce que se mettre à la place de l'autre, etc., l'empathie, le côté joli. Est-ce que le fait de maintenant, comme tu commences à percevoir de plus en plus, justement la manière de jouer sur la perception des autres, est-ce que tu l'utilises ça dans la vie quotidienne ? Alors, tu as dit le côté joli et l'empathie, et justement, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple où c'est vraiment de l'empathie qui m'a fait faire un choix qui était loin d'être un choix de bisounours. Oui, c'est vrai. Tu vois, et ça, c'est un truc qui est important pour moi aussi. L'empathie, c'est pas uniquement « Oh, il est empathique, c'est mignon ». C'est juste cette capacité de se mettre à la place de l'autre et qui peut être utilisée pour plein de choses différentes. Complètement. Voilà. Et voir des choses très néfastes et très négatives. Attention. Donc, oui. De toute façon, l'empathie est neutre. C'est ce que utilisent d'ailleurs les négociateurs, même avec une prise d'otage, etc. On est obligé de se mettre en empathie avec l'autre pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ou elle vit, ce qu'il ressent, exactement. Etc. Donc c'est pas forcément un côté joli, c'est juste que c'est ce qui nous permet de nous connecter à l'autre. Et donc
C'est juste une manière de connexion. Exactement. Voilà. Du coup, s'il y avait un côté dark. et donc, il peut y en avoir un. Comme tout outil, quoi. Hein. Je sais que je crois que c'est peut-être toi que j'ai entendu dire un exemple sur le couteau, par exemple. Oui, absolument. Voilà, j'avais entendu ça. Le couteau, est-ce qu'il faut supprimer tous les couteaux parce que ça peut être utilisé pour tuer ou est-ce que... Ouais, complètement. Mais c'est ce que je dis effectivement quand j'interviens sur de l'influence. C'est le sujet sur lequel j'interviens le plus. Et la question que j'ai souvent, c'est mais est-ce que c'est pas de la manipulation? Et je leur dis en fait, c'est vous qui décidez si vous en faites de la manipulation ou pas. Moi, je suis un vendeur de couteaux, je vous apprends comment l'aiguiser pour bien couper votre steak. Si après vous avez envie de couper autre chose, je suis pas responsable en fait. Et pour moi, l'essentiel, c'est l'intention qu'on met derrière ce qu'on fait. Et effectivement, vis-à-vis de l'entreprise, quand on se présente comme mentaliste, il y a souvent une « Oula, attention !» Il y a certains patrons même qui disent « Mais si je dis que j'invite un mentaliste, les gens vont penser que je cherche à les manipuler. » ou il y a cette inquiétude. Et moi, vraiment, la façon dont je me présente, c'est explorer l'illusion pour être dans le vrai. Explorer l'illusion pour être dans le vrai. Et que la base, le cœur de tout, que ce soit pour moi en tant que mentaliste, et à vous de voir si c'est utile dans la vie de tous les jours dans le cadre de votre entreprise, le cœur, c'est l'intention. Quelle intention on met dans ce qu'on fait? Moi, en tant que mentaliste, si mon intention, c'est de tromper le public, ce qui est quand même le boulot du mentaliste et du magicien, c'est de tromper son public, créer une illusion. Mais c'est une tromperie volontairement, dans laquelle on entre volontairement. Quand on vient te voir en spectacle, par exemple, on veut que tu nous trompes. Tout à fait. Mais là, si mon intention, elle est uniquement de tromper, ça va se ressentir. Et le public, il n'a pas forcément... Enfin, il a envie d'être trompé pour être diverti, mais si personne veut vraiment être trompé. Ouais. Et donc, moi, en tant que mentaliste, si mon intention est que de tromper, le public ne va pas avoir envie d'être trompé, il va être contre moi. Et on peut créer une opposition qui fait que ça ne marchera pas. Si ton intention ou l'intention que tu montres, c'est « regardez, je vais vous tromper », ça crée de la réactance chez l'autre. Et du coup, le risque, c'est que ça ne marche pas. Et en plus, les méthodes que j'utilise font que ça ne marchera pas. Ouais. J'ai besoin que le public ait envie que ça marche pour que ça fonctionne. Ouais. Et donc, moi, mon intention profonde, elle n'est pas de tromper le public, elle est de créer un moment merveilleux, mystérieux, dont ils vont se rappeler toute leur vie. C'est un peu d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure, Gabriel, quand tu disais que parfois, dans la magie des cartes, il peut y avoir un peu un truc où, en fait, l'émotion qu'on crée, c'est il est trop fort, ce magicien. Et plus on est là-dedans, j'ai l'impression, plus on tombe sur des spectateurs qui vont essayer de trouver le petit truc. J'ai vu que tu avais fait ça. Là, ça n'a pas marché, etc. Exactement, c'est très similaire. Si on fait de la magie uniquement pour montrer comment on est fort, on risque fort d'avoir des spectateurs qui vont chercher à faire rater le truc. Alors que si on est là pour partager un moment avec eux, pour créer un moment merveilleux avec eux, tout le monde a envie de passer un moment merveilleux et c'est là que ça va bien se passer. Et moi, j'ai besoin de ça pour que ça fonctionne. Ouais. Et donc, l'intention, pour moi, c'est c'est le moteur qui va faire que ça fonctionne ou pas pour mon spectacle. Mais peut-être que quand on est un manager aussi, un leader, peut-être que ça a du sens aussi. Génial. Toi, dans ton parcours, là, entre justement les créations d'effets et les conférences que tu as données, en jouant justement sur la perception, sur l'empathie, etc., c'est quoi la plus grosse réalisation que tu as eue à travers ton parcours où tu te dis « Ah putain, ça, en fait, c'est une réalisation qui est hyper forte ». Dans mon parcours professionnel, non, d'avant ou là maintenant? Là maintenant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de tes créations de tours, etc., c'est quoi à un moment donné le truc sur lequel, en anglais, you stumbled upon, tu vois, sur une de mes créations dont je suis le plus fier, que j'ai toujours avec moi dans mon portefeuille, c'est une routine toute simple, mais qui est basée sur une histoire vraie. Okay. Qui est ce pourquoi j'ai commencé à être passionné par la magie et le mentalisme. Et c'est grâce à mon grand-père, qui lui n'était pas magicien ni mentaliste du tout, mais qui m'a fait prendre conscience de la puissance et la force de l'imagination. Okay. Et est-ce que ce que je vous dis est vrai ou pas là? Bon, c'est pas la question. Parce qu'on est dans le monde de l'illusion. Mais en tout cas, donc, c'est une histoire que je raconte
il part vraiment de mon grand-père, je parle vraiment de lui. Ah, maintenant on doute. Ah ben non, effectivement. Il y a toute une histoire autour. Et en fait, je crée une illusion qui est l'histoire est la méthode est l'histoire. Ok. Et ça permet de vivre un moment incroyable avec un spectateur ou une spectatrice, une participante. Souvent, je prends une femme, j'aime bien, parce qu'elle va jouer le rôle de mon grand-père. Ok. Et donc, je prends généralement une jeune femme pour être c'est sûr qu'on est dans intéressant. l'imagination. Si je prenais un homme un peu plus âgé, il pourrait dire ah, voilà. Donc, tu vois, je prends vraiment quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'image d'un grand-père, Ouais. juste pour recréer une scène et vivre avec elle quelque chose. Et elle vit un moment incroyable, et le public aussi le ressent, ça. Quand quelqu'un avec moi vit quelque chose. Et là, c'est un aboutissement pour moi parce que il n'y a plus que l'histoire, en fait, et une réalité qui émerge de cette histoire. Et du coup, c'est une méthode aussi qui permet ça. C'est-à-dire que souvent, on dit que les méthodes, elles sont cachées, donc on s'en fiche, quelle que soit la méthode. Ce qui compte, Ouais, c'est vrai qu'on dit c'est le parfois ça dans le résultat, milieu de la création. dans le milieu de la création. Et là, non, c'est pour moi la preuve que une méthode vraiment épurée et qui, du coup, qui peut être très, très belle, et peut permettre cette émotion particulière. Et depuis que j'ai développé ce type de méthode, effectivement, les participants viennent me voir après en me disant mais j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Ils ont des frissons, j'ai les images qui me sont venues, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? C'est absolument incroyable, quoi. Génial. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, j'ai poussé vraiment le type de méthode où je joue vraiment avec les réalités, les perceptions à un point... Et dans cette routine-là, est-ce que tu en as retiré un apprentissage genre, à force justement de la développer, à force de la performer? Est-ce que toi, tu en as retiré une réalisation sur les gens en général, sur quelque chose que tu as pu apprendre, que du coup tu réappliques peut-être à d'autres endroits? Oui, alors, c'est de ce travail de recherche pour créer un moment merveilleux. Donc, dans le domaine de l'illusion, c'est créer une réalité, en fait, qu'on offre sur un plateau à notre participante et à notre public. C'est un travail qui est fascinant déjà parce qu'on joue vraiment avec les perceptions, avec les mots. Comme je dis, on façonne les perceptions. C'est un peu un travail d'artisan, de sculpteur qui va sculpter une perception pour offrir une cohérence magnifique, une belle histoire où il s'est passé quelque chose d'incroyable. Derrière, il y a tout ce travail-là qui n'est pas visible de tout le monde, mais qui est caché, mais qui existe. Et ça m'a fait prendre conscience que ce qu'on vit, c'est qu'une perception, c'est une belle perception, mais qu'il peut y avoir beaucoup de choses derrière, et que notre vision, notre mémoire, notre expérience, c'est vraiment qu'un point de vue quelque part, et qu'il faut être humble sur ce qu'on vit, sachant qu'il peut y avoir beaucoup de choses derrière. Donc c'est vraiment un apprentissage comme ça, de savoir que c'est tout à fait possible de créer de telles illusions uniquement comme ça avec les mots, et ça permet de prendre conscience que souvent voilà, on a qu'un point de vue, et qu'en fait il y a plein d'autres points de vue possibles voilà, qui peuvent être là. Et du coup, d'être prudent aussi sur son point de vue, et d'accepter celui des autres aussi d'une certaine façon, tout en étant dans une recherche de vérité, sachant qu'il ne s'agit pas de dire que la vérité n'existe pas. Oui. On peut être dans une recherche de vérité, et donc c'est le choix, parce qu'on ne peut pas tout vérifier non plus, c'est en qui on donne sa confiance. Ah, génial. Ce travail-là sur les perceptions, à ton avis, c'est quoi la chose qui, selon toi, est mal comprise sur les perceptions par le grand public? C'est-à-dire l'erreur la plus commune que tu vois les gens justement croire sur leur certitude ou sur leur perception, la manière dont ça fonctionne. Il y a beaucoup de mentalistes qui jouent sur des omissions, on va dire. Il y en a qui mentent carrément, bon. Mais il y en a qui, en ne disant pas certaines choses, laissent entendre, en tout cas, qu'ils sont capables de faire des choses qui ne sont pas la réalité. Oui, ça c'est vrai. Et pour moi, ça dessert le monde du mentalisme, sachant que je trouve que c'est encore plus beau et magnifique d'être capable de créer les illusions qu'on crée,
que de faire croire parfois qu'on est vraiment capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Ouais. Et ça, je trouve que ça dessert vraiment parce qu'on peut être fier d'être un illusionniste, surtout quand on utilise des belles méthodes. Ouais. Et ça, moi, je trouve que d'utiliser des belles méthodes aussi, ça permet d'être très serein parce que même si les personnes vous démasquent, soit vous faites une erreur ou on s'aperçoit d'un truc, ça peut arriver, il n'y a pas de souci puisqu'on peut être fier des méthodes qu'on a utilisées. Je suis d'accord. Et ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Parce 100%. Mais donc, mais j'ai l'impression, moi, pour aller dans ce sens-là, que j'ai l'impression que le public perçoit. Ouais. C'est-à-dire qu'à un niveau même inconscient, j'ai vraiment l'impression que le public, même lambda, qui ne fait pas de magie, arrive parfois à percevoir la différence entre quelqu'un qui travaille réellement sur une méthode qui est, tu vois, sur un fil, où il est en train de travailler avec différentes réalités ou différents mots ou différentes combinaisons de méthodes, etc. Ou quelqu'un qui va être main dans les poches et on ne sait pas trop, et on se dit, bon, bah, il y a un truc qui fait le truc pour lui, on ne sait pas trop comment, mais du coup, ça ne nous embarque pas. Ou alors, il faut qu'il soit très bon. Oui, parfois, avec humour, je dis, moi, je ne suis pas assez bon pour utiliser ce type de méthode parce qu'effectivement, il faut être très, très bon pour faire croire vraiment certaines choses quand on n'utiliserait aucune de ces méthodes-là. Alors que quand on est dans le vrai et qu'on est vraiment en train de construire quelque chose, on est vrai quelque part, même si on utilise, même si la vérité est ailleurs. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut être fier d'être un illusionniste. Et pour moi, les méthodes qu'on utilise, elles peuvent être très belles et avoir beaucoup de valeur. Voilà. Et donc on peut en être fier. Je sais plus exactement où est-ce que j'allais du coup, mais on parlait de ce que tu penses les gens comprennent mal sur leur perception. La question. Oui. Et voilà. Et donc si je crée une illusion, par exemple, que je lis dans les pensées en regardant le mouvement des yeux ou ce genre de choses, et que je vais trouver des choses incroyables, le prénom de ta grand-mère en regardant tes yeux. Le public va le croire. C'est quelque chose qui est tout à fait crédible, en fait, en réalité, peut-être étonnamment. Et pour moi, je pense que ça peut être une très belle illusion. Moi, je fais ce genre de choses. Mais pour moi, quand on est sur des choses comme ça, c'est important de dire la vérité sur le fait que c'est une illusion et qu'en fait, la vérité, elle peut être ailleurs. Ouais. C'est une très belle vérité, finalement, aussi. Mais que ce qui est important, c'est le moment qu'on a vécu, la connexion qu'on a eue et qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Mais que de pouvoir dire, je n'ai pas trouvé le prénom de ta grand-mère en regardant les yeux. C'est encore plus beau que ça. Finalement. Je suis d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais ça on en parlera dans un épisode à venir également, le mentaliste aujourd'hui, dans les yeux du grand public, est devenu synonyme, tout le monde, d'expert. Ouais. Et en fait, là où effectivement, un peu comme ce que tu fais, un peu ce que je fais, ou d'autres, où on va prendre des apprentissages pour les appliquer, parce qu'effectivement, il y a de l'expertise qu'on peut amener dans le milieu professionnel, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce côté-là, absolutiste du synonyme entre le mentaliste, donc c'est quelqu'un qui sait lire les micro-expressions, etc. C'est vrai que du coup, est-ce que ça n'enlève pas une partie de l'art ? Oui, moi, je me considère comme un expert. Oui, bien sûr. Modestement. C'est pour ça que je t'invite sur l'art du mentaliste aussi. Mais je ne suis pas un expert dans le mouvement des yeux. Exactement. Pour aller au point de trouver un prénom en regardant les yeux. Les yeux, je les regarde. Ouais. J'en ai besoin. J'ai besoin de cette connexion. Mais la vérité est ailleurs. Et c'est beau qu'elle soit ailleurs et qu'on arrive à créer ce type d'illusion. Voilà. Mais donc, être un expert, oui, pas de souci, mais au bon endroit. Oui, un expert au bon endroit. Voilà, exactement. Mais prétendre qu'on fait des choses que l'on ne fait pas réellement parce qu'on utilise d'autres méthodes, pour moi, c'est du mensonge. Et surtout, parler de ces trucs faux. C'est-à-dire que si on prend par exemple un réalisateur qui réussit à faire des effets spéciaux de malade, quand il est interviewé ou quand on le questionne sur son processus pour arriver à créer les effets spéciaux. Non pas sur pourquoi les effets spéciaux sont vrais. On l'invite pas comme on n'invite pas Spielberg en tant qu'historien sur les dinosaures, on l'invite sur non mais en fait pour moi le parallèle c'est le même. C'est tout à fait. C'est genre ou alors je sais pas moi un Tom Cruise, on va lui parler de comment il a fait ses stunts ou le processus derrière.
derrière. Oui. Et pas non pas comment il est agent secret, c'est quoi sa vie d'agent secret. Exactement, c'est exactement ça. Exactement. Ouais. Et comment il est mort et ressuscité puisqu'il est toujours là. Non, c'est par lui, il meurt pas. Lui. Mais oui, bon. non, il meurt pas. Mais il y a des acteurs. C'est pas dans la scientologie, ça, il meurt pas. Est-ce que Tom Cruise est déjà mort dans un film? C'est une bonne question. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question, je ne sais pas. Si, Valkyrie. Ah, très bien. Bon, bravo. On va pas... Désolé pour le spoil, du coup, pour les personnes qui n'ont pas vu. On comprend au montage. Et donc, effectivement, on lui demande pas comment c'est possible qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité après, parce qu'il est toujours là. On va l'interroger plutôt sur sa capacité à avoir été crédible et comment il a fait ça. pour... Processus d'inspiration. Et alors, ce qui est particulier en magie mentaliste, c'est qu'on donne pas ces trucs, mais on peut parler de pourquoi ça marche. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça qui est beau, parce que pour créer en mentalisme, il faut comprendre pourquoi ça fonctionne. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment... Quand je donne des conférences en entreprise, le pitch, il est un peu « je vais révéler des grands secrets du mentaliste ». Et c'est vrai. Mais je donne pas les trucages, évidemment. Je dis pas comment j'ai fait, mais je donne des vrais insights, des vraies explications de pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça marche, les mécanismes qui sont à l'œuvre pour créer ces illusions et en quoi c'est vraiment utile dans la vie de tous les jours, du coup, de mieux comprendre ça. Au-delà du côté, du coup, empathie et comprendre la perception de l'autre, c'est quoi, tu trouves, les plus gros apprentissages que les personnes qui ont assisté à tes conférences ont eu? C'est-à-dire peut-être en retour, en feedback, quelqu'un qui t'a donné, tu trouves c'est quoi les choses avec lesquelles les gens repartent? Je pense que le premier truc, c'est l'intention. L'intention, oui, c'est vrai que tu en avais parlé. C'est peut-être un peu bateau. Souvent, je commence par ça ou en deuxième. Je leur dis, je suis désolé, s'ils s'attendent à un grand secret du mentaliste, ils risquent d'être un peu déçus. Mais pour moi, c'est le moteur vraiment. Et donc ça, je pense que c'est un truc qui les marque parce que c'est le fil conducteur un peu de tout ce que je dis, c'est de s'intéresser sincèrement à l'autre en étant vrai. Et si son intention est vraie, et qu'elle est positive, qu'elle est sincère, qu'elle est alignée, tout le reste va venir naturellement. Et donc après, on peut parler du langage corporel, on peut parler de beaucoup de choses. Tout va s'aligner tout seul. Enfin, on risque d'être faux, par exemple, si on dit il faut faire tel geste pour que la confiance s'installe. La confiance, elle ne s'installe pas parce qu'on a fait un geste ou parce qu'on a utilisé tel mot, quoi. Elle va s'installer sur la durée parce qu'on a une intention qui est vraie, qui est sincère. Et là, les gestes, ils vont venir naturellement pour que la confiance se crée progressivement. On ne recherche pas la confiance. Bon. Et donc ça, c'est vraiment ce moteur-là que tout le long, c'est vraiment de travailler sur son intention. Et je pense que c'est le plus important. Mais après, moi, je vais quand même un peu plus loin, évidemment, dans des techniques de communication, on va dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'intention elle est sincère et profonde, rien n'empêche de réfléchir à comment on va faire passer les messages, simplement pour mettre toutes les chances de son côté d'être compris. Donc c'est là où on peut reparler du couteau, évidemment. Ces techniques de communication, elles peuvent être utilisées avec une intention qui est mauvaise et qui est néfaste, mais elles peuvent aussi permettre d'être dans le vrai et de faire réellement passer des messages sincères pour aller dans le bon sens. De toute façon, moi je l'avais dit parfois aussi à certaines de mes conférences, c'est on influence tout le temps. On ne peut pas s'empêcher d'influencer. On peut juste apprendre à influencer mieux. Dès qu'on parle, on influence. C'est ça, exactement. On fait passer son message, c'est ça. Et c'est la grande différence avec la manipulation. On aurait une intention néfaste derrière. Voilà. Mais si l'intention elle est sincère, rien n'empêche de mettre toutes les chances de son côté d'être compris, quoi. Et en tant que manager et leader, on voit que ça a du sens, effectivement. Et donc là, après, moi, je donne plein de techniques. Je décortiquerai pas forcément ici, mais sur comment mettre toutes les chances de son côté d'être compris, quoi. Trop bien. Et ben sur ce beau message sur l'intention, on donne quand même un tips concret à la fin de chaque épisode, mais avant ça, si vous connaissez une personne qui pourrait être intéressée par tout ce que nous a partagé Gabriel sur notamment l'intention et sur son parcours et ce qu'il a créé en rapport avec le mentalisme, eh bien, envoyez-lui cet épisode. Absolument. Et on peut te retrouver dans la description, tes spectacles, ton site web pour prendre tes conférences. Et pour les magiciens mentalistes, n'hésitez pas à regarder ces créations, du coup, que vous pourrez utiliser dans vos propres spectacles. Et du coup, on arrive à la fin. Comme dans tous les épisodes, on a un tips, un conseil concret que tu donnerais aux auditeurs, auditrices. Donc, si tu avais une chose à leur donner, tu leur dirais quoi? Alors, le premier truc qui vient, c'est de revenir sur l'intention, qui est quand même voilà, j'en ai parlé beaucoup déjà, mais dans quoi que vous fassiez, prendre le temps de réfléchir
à quelle est son intention profonde et à quel point elle est sincère et alignée. Et est-ce qu'on peut la partager avec l'autre? J'ai donné des conférences, par exemple, pour des commerciaux qui devaient travailler avec des acheteurs. La première approche du directeur commercial de la grosse boîte de la défense, c'était un mentaliste, il va leur apprendre à vendre n'importe quoi, n'importe qui, super. Donc je fais une démo d'influence, je montre que je peux le manipuler sur tous ses choix. Il dit ouais, génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Et quand je lui explique que c'est une illusion et que évidemment, si j'apprends à ces commerciaux à créer l'illusion qu'ils vendent, ça va pas plaire aux actionnaires, il était un peu désarçonné. Mais voilà, j'ai expliqué que tout ça était possible grâce à l'intention première. Et quelle est l'intention première du commercial? Est-ce que c'est de vendre à tout prix ou est-ce que c'est de répondre à un besoin, s'intéresser sincèrement à son client pour comprendre son besoin et répondre à son besoin, et que peut-être sur la durée, c'est la meilleure intention à avoir. Et quand j'ai expliqué toutes ces techniques, il dit c'est exactement ce qu'il me faut, et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc quoi qu'on fasse, réfléchir à son intention et à quel point elle est positive et sincère et alignée, je pense que c'est la clé. Mais j'ai quand même autre chose à dire. J'en ai un tout petit peu parlé, mais c'est le choix de son attitude. Ouais. En France, j'ai l'impression qu'on a tendance à penser qu'on subit son attitude. C'est-à-dire qu'on a passé une mauvaise nuit, on a des soucis à la maison, et on va arriver au boulot en faisant la gueule, et puis on va se dire... Ou parce que Mercure est en rétrograde, et pour ce que... ça ne te regarde que toi. Non, oui, mais ça rentre dans le sens de subir son attitude, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et donc, on arrive au boulot en faisant la gueule, et puis on se dit, voilà, c'est comme j'y peux rien, j'ai passé une mauvaise nuit, je suis une mauvaise humeur, je vais passer une sale journée, les autres aussi, et c'est comme ça. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir son attitude, on peut choisir la meilleure attitude adaptée à la situation, pour chaque situation, et ce n'est pas mentir. Ce n'est pas mentir, c'est pas parce on choisit de passer une bonne journée, parce que c'est ça en réalité, se dire ok, pour une journée lambda au boulot, se dire ok, les soucis on les met de côté, quelle est la meilleure attitude à avoir pour passer une bonne journée, c'est peut-être d'être souriant, et puis de se dire que les soucis reviendront bien le soir, et du coup d'être attentif à l'autre, de poser, voilà, c'est la meilleure attitude pour passer soi-même une bonne journée égoïstement. Et ça tombe bien, les autres aussi ils vont passer une meilleure journée. Enfin voilà, donc bref, mais ça peut être pour des réunions très importantes de prendre un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure avant la réunion pour se dire ok, quelle est la meilleure attitude à avoir pour cette réunion, pour vraiment mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien, pour passer une bonne réunion, pour que les messages passent, pour ceci, pour cela. Donc voilà, le type, c'est vraiment de réfléchir à la façon dont on veut être pour un événement donné, en se disant que c'est pas être faux, c'est rechercher vraiment la meilleure façon d'être vrai. Trop bien. Merci beaucoup, Gabriel. C'était super. Mais merci beaucoup.